Eh ben, je propose qu'on démarre. Bonjour à toutes et tous. Je voulais en premier lieu remercier les organisateurs pour l'invitation à présenter mes travaux dans ce colloque. Donc, je m'appelle Nadège Rocha. Je suis enseignant-chercheur, maître de conférence à l'UFR STAPS de Clermont, de l'Université de Clermont-Auvergne. Et je suis rattachée au laboratoire ACTE, Activité, Connaissance, Transmission, Éducation, qui est spécialisé dans l'étude de l'activité l'activité effective des personnes dans différents domaines tels que les sciences d'éducation, l'ergonomie et les STAPS. Dans mon cas, je m'intéresse plus particulièrement à l'analyse de l'activité, à l'expérience des individus engagés dans des activités physiques et sportives. Et c'est essentiellement dans le cadre de mes travaux de thèse que j'ai conduit les recherches sur le trail. Donc, juste très rapidement, pour donner un tout petit peu de contexte sur ces travaux, ils ont été mis en œuvre dans un dispositif CIFRE. Donc la CIFRE, c'est Convention industrielle de formation par la recherche. Donc, cette thèse, elle s'est faite en collaboration avec une entreprise, donc on a déjà un petit peu évoqué ce matin, qui est l'entreprise Red Light. Donc, j'étais salariée chez Red Light pendant 3 ans et j'étais en charge de l'animation d'une communauté de pratiquants, une communauté en ligne, ouverte à tous, qui avait pour la particularité de rassembler une grande diversité de niveaux de pratique et de contextes de pratique. Et ces travaux étaient co-encadrés par l'ISUL, donc de l'Université de Lausanne, et puis le laboratoire CETAPS de l'Université de Rouen. Et donc les objectifs principaux de ce travail, de cette collaboration entre chercheurs et industrie, était dans un premier temps de caractériser les pratiques des trailers non élites dans leur dimension d'entraînement, de performance et de préparation aux courses via l'analyse de leur activité. Je vais expliquer un peu plus tard qu'est-ce qu'on entend par là. Et ces travaux avaient deux visées. Une première, une visée en lien avec des aspects qu'on appelle épistémiques, donc production de connaissances, enrichissement des connaissances sur les processus à l'œuvre dans l'accomplissement de performances d'ultra-endurance, en tout cas dans le milieu de la psychologie du sport. Et puis des aspects plutôt qu'on appelle transformatifs, en termes de perspectives pour l'aide à l'entraînement, à la compétition pour les pratiquants. Donc, si on s'intéresse un petit peu rapidement, pour donner un petit peu de contexte scientifique sur les études qui ont été menées en psychologie du sport, en fait, une revue systématique assez récente montre qu'il y a une diversité dans les objets d'études qui sont abordés en psychologie du sport. On trouve des études sur les traits de personnalité qui seraient spécifiques aux pratiquants, des études qui sont plus en lien sur les processus cognitifs et ou sur les capacités cognitives spécifiques que les pratiquants auraient. Des travaux sur les questions de motivation, les questions aussi sur l'efficacité de certaines interventions en psychologie du sport et ou en prépa mentale. Et alors moi, ce qui m'intéresse un petit peu plus, et puis le champ dans lequel mes travaux s'inscrivent, c'est plutôt dans les approches phénoménologiques. Alors l'approche phénoménologique, c'est l'étude de l'expérience vécue des pratiquants en situation. Et donc, voilà, mes travaux s'inscrivent plutôt dans cette frange de la littérature-là. Et je peux mentionner rapidement des travaux en phénoménologie descriptive qui ont mis en avant, donc des travaux précédents qui ont mis en avant que les différents thèmes issus de l'analyse de l'expérience des trailers en lien avec la question de préparation, de stratégie de course, les questions de gestion de course, les questions de découverte de soi-même et de ses propres limites, la question aussi d'une recherche d'accomplissement personnel via l'accomplissement de ces épreuves-là, et aussi la notion d'appartenance à une communauté de pratiquants. Donc c'est aussi des éléments qui ont été aussi mentionnés ce matin, les présentations de ce matin. Et puis aussi, alors c'est aussi, une autre étude aussi basée sur l'analyse de l'expérience des pratiquants qui a identifié qu'au cours des courses, les trailers peuvent vivre ce que les auteurs ont appelé des stresseurs, donc des problèmes physiques, des crampes, douleurs gastriques, des blessures et des pensées d'abandon, et aussi mettre en œuvre ce qu'on appelle des stratégies de coping, donc des stratégies pour faire face à ces difficultés, telles que se fixer des objectifs à court terme, adapter son rythme de course,
gérer les apports nutritionnels et puis recherche de support social. Donc ces études, elles nous donnent déjà quelques éléments finalement sur qu'est-ce que peuvent vivre les trailers pendant ces épreuves. Par contre, la critique qu'on peut adresser à cet état de la littérature, il est que finalement, c'est une vision assez fragmentée de ces processus, de la compréhension de ces processus psychologiques, c'est assez peu intégratif. Et on ne comprend pas très bien comment tous ces différents facteurs psychologiques interagissent en situation pour faire émerger ces performances. Donc la question que nous on s'est posée, les questions qu'on s'est posées au départ, c'est finalement quelle est la dynamique d'engendrement de ces processus psychologiques. Comment elles se transforment au cours du temps. Comment se transforme l'engagement corporel en situation. Voilà, la question du corps, finalement, elle est souvent un peu laissée de côté dans pas mal d'études en psychologie. Alors qu'elle nous semble, en tout cas, nous, elle nous semble centrale. Quelles sont les modalités d'action entreprises par les trailers aussi pour s'adapter ou non aux aléas et finalement, voilà, comment elles émergent en situation, qu'est-ce que les trailers mettent en place ou non quand il y a de l'imprévu. Alors rapidement, et je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais ça me semble important quand même de préciser le positionnement théorique qu'on a adopté dans notre travail. Mes travaux sont ancrés dans ce qu'on appelle le paradigme de l'énaction. L'énaction, c'est un courant théorique des sciences cognitives qui considère que la cognition, c'est un processus qui est avant tout incarné, qui est énacté, donc qui émerge de l'interaction entre un individu et son environnement, et en ce sens-là, il est situé. On ne peut pas étudier les processus psychologiques en dehors des contextes effectifs dans lesquels les personnes agissent. Donc c'est en ce sens-là qu'on parle souvent de couplage. Voilà, c'est un terme qui, dans le jargon, nous s'intéresse. Notre unité d'analyse, c'est le couplage entre l'individu et l'environnement. Et notamment, on s'intéresse à une fraction de ce couplage qui est l'expérience vécue, ce que vivent les personnes en situation, les significations qu'elles construisent qui s'expriment en termes d'actions qu'elles peuvent décrire, dont elles peuvent rendre compte, les préoccupations qui les animent à un moment donné, les perceptions qu'elles ont aussi à un moment donné dans une situation donnée. Et tout ça, on essaye d'approcher ce qu'on appelle la conscience pré-réflexive. Donc la conscience pré-réflexive, pour donner la définition, c'est une part d'expérience qu'un acteur peut montrer, commenter, raconter à un observateur interlocuteur à chaque instant de son activité dans des conditions favorables. Je vais expliquer ce qu'on entend par conditions favorables dans les aspects un peu plus méthodologiques juste après. Et en faisant ça, on essaye de qualifier ce qu'on appelle les cours d'expérience, donc la construction de sens de l'acteur de son activité au fur et à mesure de celle-ci, ou l'histoire de la conscience pré-réflexive. Donc ce qu'on va chercher à faire entre elles, c'est d'essayer de qualifier les cours d'expérience des trailers en situation de course, pour justement essayer de capter cette dynamique que j'évoquais juste avant. Alors, quelques éléments méthodologiques pour essayer de bien faire voir comment nous on s'y prend pour essayer d'approcher l'expérience vécue des trailers. Nous, en tant que chercheurs, on a deux préoccupations centrales qui organisent nos travaux. La première, c'est ce qu'on appelle la préservation du contexte d'accomplissement de la performance étudiée. Donc ça veut dire quoi ? On ne fait pas forcément venir les trailers dans notre laboratoire pour faire passer des tests. C'est les chercheurs qui vont sur le terrain, sur les courses pour étudier l'activité au plus près de la situation écologique, en tout cas garantir l'écologie de la situation étudiée. Deuxième préoccupation, en tout cas pour nous, c'est d'approcher au plus près ce qui est significatif pour l'acteur à chaque instant de son activité, donc d'approcher ce qu'on appelle aussi dans notre jargon son monde propre, voilà, ce qui est significatif pour lui ou elle au moment où il ou elle accomplit sa performance. Donc pour ça, on a des étapes principales méthodologiques qu'on suit. Dans un premier temps, on rassemble ce qu'on appelle des données contextuelles qui sont pertinentes à l'activité étudiée. Donc dans notre cas, dans le cas du trail, les données contextuelles, elles peuvent consister par exemple à des plans de la course et au profil du parcours. Dans un deuxième temps, on recueille ce qu'on appelle des traces d'activité. On les recueille in situ. Donc c'est tous les éléments qui émanent de l'activité des pratiquants. Des traces GPS, des temps intermédiaires, des échelles d'auto-évaluation. Là, vous voyez à droite un exemple d'échelle d'auto-évaluation qu'on fait remplir aux trailers à tous les ravitaillements où ils renseignent leur niveau de fatigue perçu, leur niveau de douleur perçu. Donc des traces qu'on collecte in situ. Ça peut être des photos. Ça peut être aussi des observations et des prises de notes du chercheur que nous on fait quand on voit les trailers sur les bases vie au ravitaillement.
Et donc ces traces, elles vont nous être utiles pour la troisième étape, qui est finalement reconstruire le cours d'expérience via un entretien, qu'on appelle l'entretien d'autoconfrontation. Donc, quelques jours après la course, on se sert de ces traces pour aider le trailer à se remettre en situation et décrire son expérience au moment où en tout cas au plus près, au moment où elle s'est déroulée. Donc, on cherche à aider l'acteur à décrire ses actions, ses perceptions, ses intentions à chaque instant, tout au long du déroulé de la course en se servant de ces traces. Donc, sous le cadre méthodologique général, on l'a investi dans plusieurs études. La première étude dont je voulais vous parler, c'est une étude qu'on a publiée dans PLOS ONE il y a quelques années, dans laquelle justement on s'est intéressé à comparer les dynamiques de course entre les finishers et les abandons. Le premier objectif, c'était de comprendre par quels états phénoménologiques, donc quels états vécus, passent les trailers lors d'une course. C'est de les qualifier un petit peu plus. On a sur la base de la revue littérature et puis de lecture aussi plus conceptuelle et théorique, on a qualifié ces états comme étant des états de vitalité qui rendent compte de l'expérience de notre état physiologique, psychologique, comment je fais l'expérience de mon corps quand je suis fatiguée, quand je suis en forme, etc. Un état de vitalité, ce qui se définit comme une conscious experience of possessing energy and aliveness. Donc une expérience consciente d'avoir de l'énergie, aliveness qu'on pourrait peut-être décrire comme vivacité, c'est peut-être la moins mauvaise traduction. Et ce qui nous intéresse ensuite, c'était d'étudier l'organisation des états vitalité en termes de distribution entre les finishers et les abandonneurs, leur organisation temporelle au fil de la course, et puis l'adaptation de ces états. Alors, une première chose qu'on a identifiée des verbatims et puis qu'on a mis un petit peu en tension avec la revue littérature, c'est qu'on avait 3 états de vitalité, on peut dire, principaux. Le premier, état d'exploitation de vitalité ou regain de vitalité, voilà. SVR pour State of Vitality Revival, donc, qui concerne des émotions positives, la capacité à relancer, la capacité à accélérer, dépasser des concurrents, renoncer à faire des pauses, ou des arrêts, des sensations de facilité, voire même d'euphorie. Voilà, des moments comme ça qu'on peut vivre au cours d'une course. Un autre état qu'on a repéré, il était un état qu'on appelle de préservation. Donc là, c'est des stratégies qui consistent à gérer le sommeil, à faire des siestes régulièrement, des stratégies aussi anticipatoires du rythme de course. Par exemple, je vais gérer mon rythme sur la base du cardio ou par rapport à mes temps intermédiaires que je m'étais fixé au départ. Gestion aussi de l'alimentation. Globalement, tout ce qui fait référence à une sensation d'effort, oui, mais qui est contrôlée. Et enfin, un état qu'on appelait de perte de vitalité, state of vitality loss, où là, c'est un état qu'on peut dire de lutte, voire même de souffrance. Le rythme est contraint, il y a des douleurs, il y a de la fatigue, il y a du manque de sommeil, et puis des problèmes de physique de différentes natures. La sensation finalement de subir. Donc, à partir de ces états, voilà, comme j'ai dit, on veut analyser un peu la dynamique. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a repris nos cours d'expérience de nos pratiquants, et puis on a identifié à partir des verbatims, donc on a retranscrit les entretiens, on a un verbatim, et on a essayé d'identifier des identifications d'unités significatives, donc c'est toutes les actions que les trailers sont capables de nous décrire, où on répertorie toutes les composantes cognitives qui accompagnent ces actions qu'on identifie dans les entretiens. Et l'idée, c'est de restaurer l'histoire du cours d'expérience. Vous avez un petit extrait là sur le tableau, qui en fait, l'idée, c'est de restaurer un petit peu les événements dans l'ordre dans lequel ils se sont déroulés pour l'acteur. On rassemble ces unités significatives dans des séquences qui en fait constituent un peu des chapitres, on peut dire, dans l'histoire du cours d'expérience. Et chaque séquence, on les labellise à l'état de vitalité correspondant. Et donc ça, c'est ce que vous voyez tout en bas. Là, on voit par exemple, c'est un trailer, un cours d'expérience. Il commence par 2 états en préservation, 2 séquences en état de préservation. La troisième, il a un état de exploitation de regain de vitalité, il rebascule en préservation et ainsi de suite. Donc on a fait ça pour chaque trailer, essayer de restaurer un petit peu cette dynamique-là. Et donc la première chose qu'on voit au niveau des résultats, si on lit le tableau de gauche à droite, sur la distribution des états au cours de la course, on voit que pour les états de regain, d'exploitation de vitalité, pas de différence significative entre les deux groupes, entre les abandons et les finishers.
Concernant, si on se décale d'un cran à droite, on voit que pour la préservation, on a observé une différence statistiquement significative dans la distribution de ces états. Les finishers ont plus de séquences en état de préservation que les abandons. Et sur les états de perte, pareil, une différence significative entre les deux groupes qui montre que les finishers ont moins de séquences en état de perte de vitalité que les abandons. Donc ça, voilà. Juste une distribution comptable, une première ligne de résultats. Et ensuite, sur la dynamique, donc l'organisation temporelle de ces états. Alors qu'est-ce qu'on voit ? On voit sur le graphique de gauche, pour les états de perte, ce qui montre l'émergence temporelle des états de perte de vitalité. La courbe en bleu, c'est les abandons. La courbe en orange, c'est les finishers. Et ce qu'on voit, c'est que plus on avance dans la course, pour les abandons, l'augmentation des états de perte de vitalité augmente de manière quasi linéaire. Pour les finishers, on voit que, alors eux aussi, ça augmente, les états de perte quand on avance dans la course, mais on voit qu'aux 3/4 de la course, ils semblent capables de limiter l'émergence trop importante de ces états de perte. Sur le graphique de la droite, c'est la même chose pour la préservation. Donc pareil, en rouge les finishers, en bleu les abandons, et on voit que plus on avance dans la course, plus les états de préservation décroissent. Mais là aussi, on voit qu'à 3/4 de la course, les finishers sont capables de limiter la baisse trop importante des états de préservation. Donc la question qu'on s'est posée enfin, c'est finalement, comment on se sort des états difficiles ? Qu'est-ce qui se passe quand on passe dans un état de perte ? De quoi il est suivi ? Donc on a regardé quel était l'état subséquent à un état de perte. Et on voit que dans 66% des cas, pour les finishers, un état de perte était suivi par un état de préservation. Tandis que chez les abandons, c'était constitué que 40% des cas. Et à l'inverse, les abandons ont eu 2 états de perte consécutifs dans 25% des cas, alors que ça constituait que 6% des cas pour les finishers. Donc c'est un peu cette idée que les abandons, les personnes qui abandonnent ont un peu plus de difficultés à se sortir d'un état de perte. Et donc on a été voir on est retourné dans les données qualitatives pour aller voir un petit peu dans les états de perte comment quelles étaient les préoccupations des trailers quand ils étaient dans ces moments difficiles. Et sans rentrer dans les détails, ce qu'on a observé, c'est que pour les finishers, au moment où ils sont en état de perte, ils cherchent tout de suite, ils ont tout de suite cette préoccupation à se dire il faut que je sois prudent sur mon rythme, il faut que je ralentisse, il faut que je fasse une pause. C'est assez vite de rebasculer, sinon il faut que je trouve une solution à mon problème, entre guillemets. Tandis que chez les abandons, on a plus des préoccupations en lien avec j'espère que ça va passer. J'espère que ça va passer, je ne sais pas trop quoi faire, je suis un peu embêtée, et des pensées d'abandon qui émergent. Donc cette première étude, elle suggère que finalement, finir une course, c'est pas seulement la capacité à résister aux douleurs, évidemment, les finishers et les abandonneurs passent les deux par des états difficiles, mais l'enjeu, c'est pas seulement être capable de lutter contre ces états de difficulté, c'est aussi, voire peut-être même surtout, une capacité à développer une activité de préservation, plus que la capacité de faire face aux moments difficiles. Donc c'est l'enjeu pour les pratiquants de limiter l'émergence trop importante d'états de perte au fil de la course au profit des états de préservation, de chercher à se préserver. Il y a un enjeu aussi de s'adapter rapidement à un état de perte, encore une fois. Qu'on finisse ou qu'on abandonne, on passe par des moments difficiles en course. L'enjeu, c'est est-ce que je suis en mesure de pouvoir me réadapter rapidement. Et puis, ce que nos résultats suggèrent aussi, c'est l'importance de l'organisation temporelle des états. Plus j'avance dans la course, plus ça semble difficile aussi de me sortir des états de perte. Et peut-être aussi l'enjeu peut-être de bien commencer la course qui permet de retarder cet effet-là. Et aussi, voilà, les lignes de résultats de discussion que j'évoque, mais ça pose aussi d'autres questions qui restent ouvertes. Notamment, on a des travaux, on a analysé en cours sur différentes intensités d'état de perte.
différentes intensités on peut dire de souffrance. C'est pas pareil d'avoir une crampe musculaire que d'avoir une hallucination après un manque de sommeil. Donc voilà, on essaie d'avoir une granularité un peu plus fine dans la caractérisation de ces états. La question aussi que ça pose aussi, c'est dans les situations dans lesquelles les trailers viseraient à battre un record, battre un temps, une performance personnelle, quelle serait cette dynamique ? Est-ce qu'elle serait du même ordre que ce qu'on observe sur la question entre juste finir ou pas finir ? Et la question de la prise en compte de l'expertise, sans doute que se préserver pour un expert n'est pas du même ordre que de se préserver pour un débutant. Sans doute que les experts ne prennent pas en compte les mêmes choses que les débutants. Et donc la question pour la pratique, c'est finalement comment on peut aider les pratiquants, en fonction de leur niveau, à prendre en compte les informations pertinentes pour eux, auxquelles ils peuvent reconnaître et s'ajuster en conséquence. Donc, on a fait voir qu'effectivement, il y a des différences dans les dynamiques de course entre abandon et finishers. On a vu que la notion de se préserver, ça semblait être un aspect central pour la réussite de ces courses. Mais la question qu'on s'est posée, c'est finalement comment ça se passe pour les abandons. On a voulu qualifier un petit peu plus cette dynamique propre aux abandons et notamment déterminer est-ce qu'il y a des étapes clés, est-ce qu'il y a des épisodes charnières qui caractérisent le processus d'abandon, en se disant que si on est capable de les identifier, ça peut évoquer des pistes utiles pour la pratique. Donc, sur la même méthodologie que je vous ai présentée rapidement avant, l'idée c'était aussi d'approcher les mondes propres des trailers à l'aide d'entretiens. Et là, on l'a fait avec des trailers qui ont abandonné, des trailers qui ont participé au Grand Raid de la Réunion et qui ont abandonné la course. Voilà. Et donc la première étape qu'on a identifiée dans l'abandon, on a identifié à partir de ces cours d'expérience 7 étapes typiques de l'abandon. La première, elle faisait référence à on ressent des douleurs. On ressent des douleurs, ce qu'on appelait des immédiatetés corporelles auxquelles les trailers n'accordent pas forcément une interprétation. Plus que ça, voilà. Des douleurs physiques, des mauvaises sensations, des problèmes digestifs par exemple. J'arrive au ravitaillement de nuit, je commence à avoir froid, j'ai commencé à trembler. Dès que ça a commencé, c'est devenu plus fort, ça arrivait de plus en plus souvent et je ne savais pas vraiment pourquoi. Voilà, donc il y a ces immédiatetés corporelles, sans pour autant que le trailer en fasse quelque chose en termes d'interprétation à ce stade-là. Deuxième étape, le problème persiste. Le problème persiste, et puis là, les trailers commencent à interpréter ces mauvaises sensations. Ils cherchent à donner une signification à ces immédiatetés corporelles, à spéculer sur les causes possibles, les conséquences aussi qu'elles pourraient avoir, mettre aussi en lien avec l'environnement dans lequel ils sont. Je commence à me sentir fatiguée, je me dis que c'est juste le début. Mon genou me fait mal, mon moral baisse, c'est vraiment une partie difficile. Le terrain est très raide, c'est pas facile et tout, et j'ai commencé à avoir froid à cause de la nuit. Voilà, donc il y a un peu cette étape où on commence à essayer de faire des liens entre ce qu'on vit et puis des causes possibles. Troisième étape, une tentative d'adaptation qui consiste à ajuster sa course, donc tentative qu'on appelait d'adaptation locale, donc qui consiste à changer sa foulée, ajuster son rythme de course. J'essaie au maximum d'éviter de peser sur ce côté, je prenais des appuis différents que ce que j'ai l'habitude de faire. Donc c'est des adaptations souvent locales, immédiates et qui ont un effet à court terme. Quatrième étape, aussi une étape d'adaptation, mais qui est plus d'ordre global, qui consiste à revoir un petit peu la stratégie de la course et la stratégie des arrêts, dans le but de se sortir de cette situation problématique. Je décide de m'arrêter, je fais quelques étirements, de m'assouplir pour voir si ça va m'aider. La douleur ne part pas, j'ai bu, j'ai mangé, ça ne s'en allait pas, la sensation de brûlure, de décharge électrique s'empirait. Je prends un anti-inflammatoire, je sais c'est pas bien, en effet, c'est pas bien. J'ai attendu, mais ça n'a rien changé. Donc voilà, on va solliciter aussi des soins lorsque c'est possible aussi. Cinquième étape, une étape où l'influence d'autrui qui peut affecter le coureur, qui a pas à double tranchant. Elle peut avoir d'une part une influence positive, l'idée que notre assistance, notre famille nous attend au prochain ravitaillement, à la prochaine base vie, et donc on peut s'accrocher à ça, voilà, de se dire que savoir qu'on est attendu dans les prochains kilomètres, voilà, ça permet de tenir bon au moins jusque-là. Aussi les interactions qu'on peut avoir dans le peloton, on peut dire.
ou finalement avec l'idée qu'on a aussi avec des compagnons de cordée plus que des concurrents. Mais aussi, l'influence autrui peut aussi avoir une influence négative au sens que soit ce que les autres me renvoient en me disant t'es mal en point, t'as pas l'air bien, voilà, qui me conforte dans l'idée que oui, je suis pas bien, ou le fait que je me retrouve avec des coureurs qui je sais qui ont un niveau plus bas que le mien, et je suis avec eux, voire même ils sont devant moi. Voilà, et ça me fait dire que oui, en effet, je suis pas là où je devrais être, et donc ce qui me conforte que mon état est peut-être pas super. Sixième étape, faire un bilan de la situation, donc entre mon état actuel, voilà, mon état physique, moral actuel, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ce par quoi je suis passée jusqu'à maintenant, et la distance qui me reste à parcourir. Cette projection sur est-ce que dans l'état actuel, dans l'état dans lequel je suis, est-ce que je suis en mesure de continuer dans ces conditions-là? Et donc là, il y a un peu cette phase où cette réflexion qui se met un peu en place, c'est vraiment craignos, ce qui va suivre est difficile, je ne suis plus du tout en état. Donc je me suis dit que j'allais m'arrêter parce que je ne pouvais plus continuer, je ne pouvais pas faire 40 km dans cet état, je ne buvais que de l'eau, je ne pouvais plus manger, ça était impossible si je tombe dans un ravin qui viendrait me chercher. Donc voilà, vraiment une projection sur des issues possibles, non souhaitées, non souhaitables aussi. Et puis enfin, la dernière étape qui la décision d'abandonner, donc cette décision irrévocable de se retirer de la course, qui en fait s'avère un temps comme le seul possible à ce moment-là, la seule issue possible à ce moment-là. J'ai écouté ma voix intérieure, j'ai clairement annoncé que j'arrêtais, donc il y a aussi cette notion de dire j'annonce aussi à l'assistance, à mes proches qui m'ont suivi tout au long, qui ont à l'organisation de la course, tout le monde m'a dit on respecte ton choix, tu as pris la bonne décision, tu as fait 80 km sans suivre un plan de course, sans nourriture, et tu as tenu jusque-là, c'est incroyable, sois raisonnable, ce n'est pas un échec, j'ai tout donné. Bon. Alors, quelques lignes de discussion. Ce que cette étude qualitative sur l'abandon suggère, c'est que l'abandon, c'est un processus progressif, cumulatif, qui conduit à progressivement une réduction du champ d'action possible. C'est aussi un peu cette visualisation qu'on propose qui montre un petit peu ça, c'est que plus on avance, plus les marges d'adaptation pour s'adapter, elles se réduisent. Il faut dire aussi que dans l'organisation temporelle de l'abandon, il peut y avoir une variabilité d'une personne à l'autre. Évidemment, on est parti d'histoires singulières d'abandon pour essayer de retrouver des choses communes. Donc, d'un abandon à l'autre, l'empan temporel d'une étape, voire même l'ordre de 2 étapes peut varier d'une personne à un autre. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'un abandon, en tout cas peut-être dans le processus de rationalisation de la décision, n'est pas toujours nécessairement vécu comme un échec. Il y a parfois de la recherche d'éléments de satisfaction. J'ai passé toutes les barrières horaires jusque-là, c'était mon premier ultra, donc oui, je suis pas allée au bout, mais ça m'a permis de découvrir des aspects que j'avais pas, que je connaissais pas avant. Bon voilà, de me tester. Et donc ces résultats, ils portent aussi un certain nombre d'implications pratiques pour la préparation. Quels sont les signes précurseurs? Comment on peut aider les trailers à reconnaître des signes précurseurs qui peuvent être annonciateurs d'une situation problématique? Comment ils peuvent se réorganiser rapidement? Aussi, comment ils peuvent se préparer aux moments difficiles, à les vivre et à pouvoir en sortir. Donc les perspectives de ces quelques travaux, et certaines choses qui m'occupent encore sur mes données, et puis c'est intéressant, ce matin on parlait de la question du temps vécu, effectivement dans mes données que j'ai pas trop eu le temps d'aborder, ce qu'on observe c'est qu'il y a des moments, des projections dans des horizons temporels différents au cours de la course. Ça m'intéresse aussi de voir aussi par rapport à cette question les possibles qui sont dans une situation en fonction de l'empan temporel dans lequel je me projette. Est-ce qu'il y a une relation entre les deux aspects? L'autre chose qui m'intéresse aussi en ce moment, c'est l'analyse des motifs, la dynamique de renoncement dans d'autres pratiques que le trail, par exemple, des situations à risque dans certaines pratiques sportives ou professionnelles. En disant ça, je pense surtout aux guides de haute montagne. Qu'est-ce qui fait risque pour les pratiquants? Qu'est-ce qu'ils prennent en compte lorsqu'il s'agit de se dire, bon, on continue, on peut encore y aller, ou, ok, demi-tour, on rentre. Voilà. Et donc c'est un peu ce travail m'inspire un petit peu de ce chantier en cours. Chose que j'ai pas trop abordée aujourd'hui, mais on s'est pas mal intéressé à la question au récit et aux processus réflexifs qui sont à l'œuvre dans la reconstruction, la mise en récit de l'expérience. Je vois qu'il y a une présentation qui va parler des récits juste après, donc je ne m'étale pas trop là-dessus, mais c'est aussi une question qui, d'un point de vue peut-être plus théorique, m'intéresse.
la question des entretiens versus des récits spontanés. Ça se fait beaucoup en trail de poster des comptes rendus de courses, partagés à la communauté de pratiquants. Et voilà, qu'est-ce que ça produit chez les pratiquants de mettre en récit sa propre expérience. Et puis, l'autre chose que je n'ai pas aussi eu le temps d'aborder, mais qui m'intéresse aussi, c'est la question des approches mixtes, articuler des données qualitatives avec des indicateurs comportementaux. C'est des choses qu'on a fait un petit peu. Je vous ai mis 2 références de travaux qu'on a fait avec des collègues où on a articulé des données d'entretien avec des indicateurs comportementaux. Et puis pour finir, les messages que je voulais faire passer sur peut-être les apports finalement de l'approche active dans l'analyse des processus psychologiques, c'est que finalement on peut comprendre vraiment ces processus grâce à une analyse fine de ces couplages individu-environnement, cette analyse contextualisée et la manière dont les athlètes font sens de ces couplages. Quel est leur monde propre d'action, qu'est-ce qu'ils perçoivent dans ces moments-là, quelles possibilités d'agir ils perçoivent dans ces situations. Aussi, le message aussi important que je voulais faire passer, parce que les résultats sont montrés, c'est que ce n'est pas juste une question de personnalité ou d'avoir la tête dure. Souvent, on l'associe un petit peu à ça. L'enjeu pour les trailers, c'est d'être en mesure d'éviter des états de perte ou de souffrance, de lutte trop importantes, en étant capable de réguler leur dynamique de course et en étant capable surtout de reconnaître les situations qui sont problématiques pour pouvoir agir avant que ce soit trop tard. Tout ça pour dire que le trail, c'est pas juste une lutte constante contre l'environnement et contre son état. Voilà, on peut aussi adopter des stratégies qui permettent de se préserver suffisamment pour aller au bout des courses. Comme j'ai dit avant, la dynamique de l'abandon suggère une progressive réduction du champ d'action possible. Cette réduction, elle semble être limitée. Limitée par les finishers, par leur capacité à se préserver suffisamment. Et puis enfin, alors, je vous ai mis 2 références sur des perspectives plus en lien avec l'accompagnement des athlètes, parce qu'il me semble que ces résultats, ils ont des perspectives là-dessus. Comprendre les dynamiques singulières, les dynamiques propres à chaque athlète, permet de comprendre comment ils s'adaptent en situation et ainsi mieux, peut-être calibrer, c'est peut-être pas le bon terme, mais mieux ajuster l'accompagnement à l'athlète. Voilà, donc si cette question vous intéresse, je peux vous recommander ces références qu'on a écrites avec les collègues sur la prise en compte de l'expérience vécue, voilà, comment elle peut nous aider pour des considérations plus pratiques. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup. On a le temps d'une question. Quentin. Il a levé la main le premier. Pour les étudiants, la référence OV, c'est pas Nicolas. Non. Bonjour, merci pour l'intervention. Vous avez détaillé les étapes typiques de l'abandon. Est-ce que vous avez fait un comparatif avec des entretiens pour les finishers en des étapes typiques de ceux qui ont fini, puisque ceux qui ont abandonné commencent par ressentir des douleurs et ceux qui ont fini ont sans doute ressenti aussi des douleurs. Est-ce que vous avez pu détailler ces étapes et voir quelles sont les stratégies qui ont été prises justement pour les autres étapes ? Ouais, merci de la question. Donc, alors effectivement, on a été sur les abandons, on a vraiment identifié ces séquences qui venaient de manière et dont l'agencement temporel était très, on peut dire, stéréotypique. Chez les finishers, alors au-delà juste du fait qu'il faut qu'ils se préservent et qu'ils finalement ils arrivent à aller au bout de la course, au-delà de ça, on a identifié, et j'ai pas trop eu le temps d'en parler, mais on a un peu différents grands profils de finishers, si je pourrais dire comme ça. Où là, ce qu'on a identifié, c'est qu'il y a certains qui vont au bout, qui sont plutôt du type opportuniste. Ça veut dire quoi ? Ils vont se préserver longtemps, et c'est seulement sur les dernières parties de la course où là, ils vont essayer d'exploiter un petit peu donc accélérer, dépasser, etc. Où là, ils vont pouvoir se libérer un peu plus. Donc, on l'a appelé un peu comme ça, un peu opportuniste, au sens où voilà, ils sont suffisamment avancés dans la course pour qu'entre guillemets, plus rien ne puisse leur arriver et qu'ils puissent vraiment se libérer. On a d'autres trailers, on a vu d'autres profils qui sont un peu plus récurrents, plus instables, où ils passent partout, par tous les états, jusqu'à être capables, dans la deuxième partie de la course, à stabiliser et à rester un peu plus sur de la préservation.
Et sans doute, et ça c'est vraiment une hypothèse, mais c'est que cette préservation, elle est un peu contrainte. Elle est un peu contrainte par des sensations physiques qui font que oui, je vais plus je vais peut-être faire des pauses là où j'avais pas prévu, peut-être dormir, peut-être m'alimenter un peu plus parce que sinon je peux pas le faire. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que les trailers, en fait, on navigue, on passe par plein de détails. Et à un moment donné, j'arrive à reprendre un petit peu la main sur ce qui m'arrive et puis à garder la situation sous contrôle, entre guillemets. Donc, ces profils un peu de coureurs, entre guillemets, qu'on a appelés instables, qui, dans une deuxième partie de la course, sont capables de stabiliser un peu plus la chose. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire, mais je suis d'accord, ce serait intéressant de creuser et de comparer un peu plus avec les abandons. Merci. Une dernière petite question. Bonjour. J'ai récemment réalisé un entretien inactif avec une assistante de trailer sur un ultra qui a abandonné. Et ce que j'ai remarqué, c'est que en fait, sa décision d'abandonner a été aussi influencée par le confort que son assistante a pu lui apporter à un moment difficile, à une basse vie. Et donc j'ai lu votre thèse et j'ai vu que vous abordez ça à la fois dans le côté positif, pour encourager, pour que ça continue, et puis aussi que vous avez un peu parlé de ce côté-là, de l'abandon face à l'idée de se libérer et puis d'avoir du confort. Donc j'aurais aimé en savoir un petit peu plus là-dessus, si vous avez quelques souvenirs de vos entretiens menés en ce sens-là. Ouais, merci de la question. Ouais, effectivement, l'activité de l'assistant, j'ai pas grand-chose là-dessus, mais c'est super intéressant. Et c'est pas trop ressorti dans mes données, mais je l'ai peut-être observé plus empiriquement en tant que pratiquante et pas tant dans mes travaux de recherche, où finalement, ce qui me semble apparaître, c'est que dans l'assistance, il peut y avoir des préoccupations en lien avec l'intégrité physique du trailer ou de la traileuse, et que les assistants semblent se disent en fait, je le conforte dans cette idée de s'arrêter parce qu'il ou elle va se faire mal. Et alors dans mes données, je l'ai pas trop observé. Voilà, peut-être que, encore une fois, on n'a pas beaucoup de parties, on est sur une singularité qui fait qu'en fait, sans doute qu'il y a une diversité d'histoires d'abandon. Mais mon interprétation de ça, et que j'ai vu un petit peu plus sur le terrain, c'est que les assistants, eux, ce qui les organise souvent, c'est de s'assurer que mon trailer soit en bonne santé, non seulement pour finir la course, mais aussi à long terme. Et que, alors, est-ce que là aussi, peut-être je spécule un peu, mais est-ce que d'encourager le trailer, non mais arrête-toi, c'est bien ce que tu as fait, tu n'as pas besoin, tu n'as rien à prouver, et que tu peux t'arrêter, est-ce qu'il n'y a pas aussi de ça, cette forme de préoccupation, de se dire il ou elle va se faire mal s'il continue dans son état? C'est peut-être une piste, mais je ne vais pas vraiment dire plus, en tout cas sur la base de mes résultats, mais c'est très intéressant. Discussion à poursuivre très certainement lors de la pause. Merci beaucoup, Nadège. Merci beaucoup.